La nature nous entoure, nous nourrit, nous inspire. Elle apaise, transforme, rappelle l'essentiel. Et pour plusieurs artistes, elle devient bien plus qu'un décor. Elle devient une matière vivante avec laquelle créer, réfléchir et entrer en relation. Dans cet épisode de Questions de culture, nous rencontrons 4 artistes dont les pratiques prennent racine dans le vivant. Alexandra Collin explore les savoirs liés aux plantes qu'elle fait elle-même pousser, ainsi que la relation sensible entre l'humain et son environnement. Sandra Jasson-Cloutier transforme quant à elle ses expériences intimes en performances et en rituels inspirés de la nature où les émotions dialoguent avec les éléments. Comédien, devenu sculpteur et ébéniste, Christian Michaud travaille le bois comme une matière habitée, façonnée autant par le geste humain que par la force du territoire qui l'entoure. Enfin, l'artiste multidisciplinaire Angela Marsh célèbre la beauté du vivant dans ce qu'il y a de plus brut, de plus imparfait et de plus puissant. 4 démarches différentes, mais une même envie. Ralentir pour mieux écouter ce que la nature a à nous dire sur le monde, sur le vivant et peut-être aussi sur nous-mêmes. Bienvenue à Questions de culture. Artiste en art visuel établie à Saint-Apollinaire, Alexandra Collin développe une pratique profondément enracinée dans le vivant, où les pigments naturels, les plantes et les savoirs artisanaux deviennent matière à création. Elle cultive une démarche sensible qui mêle art, territoire et expérimentation. Inspirée par les couleurs et les rythmes de la nature, elle crée des œuvres qui invitent à ralentir, observer et renouer avec le monde vivant qui nous entoure. Ma pratique, en fait, est très multiple. Je peins, je teins, je fais aussi de la photographie. Puis je travaille beaucoup, quand je parle de teinture puis de peinture, je travaille surtout avec les fleurs, dans le fond, les fleurs, les plantes. Fait que je travaille vraiment avec des pigments qui sont naturels, que je fabrique moi-même. Quand j'ai commencé à peindre, je savais déjà que je voulais comme verdir ma pratique un petit peu. Puis je me suis dit, en fait, à l'époque, ils faisaient ça d'une façon. Ils pouvaient peindre avec ce qu'on trouve dans la nature, c'est sûr, tu sais. J'ai commencé à lire sur le sujet, puis en fait, ça m'a amené au monde de la teinture végétale. Puis là, de fil en aiguille, de teinture végétale, j'ai amené ça un peu vers les encres botaniques, puis tout ça, pour finalement me rendre aux pigments naturels que je peux utiliser soit à l'acrylique, à l'huile ou au tempéra à l'œuf. Puis il y a environ 3-4 ans, j'ai commencé à faire mon jardin tinctorial, donc à faire pousser des fleurs qu'on dit à haut teint, ce qui veut dire des plantes qui vont vraiment avoir un pigment qui est fort, qui est solide, qui est durable. Quand on travaille avec des pigments naturels, bien, ça nous demande de modifier un peu notre démarche. Donc, c'est sûr que moi, le printemps, bien, je l'associe au semis. Après ça, l'été, bien, là, c'est la période d'abondance où je peux avoir plein de matières fraîches, de fleurs fraîches, de plantes fraîches, autant indigènes qu'annuelles que vivaces. Puis après ça, bien, là, à l'automne, souvent, genre d'autres variétés aussi qui sortent, les variétés un peu plus tardives. Puis bien, l'hiver, bien, c'est la période où je profite de mes réserves séchées de l'automne pour avoir comme une matière que je peux utiliser quand même, de façon différente, mais quand même. Ça modifie un peu ma démarche, c'est que j'y vais selon ce que la nature m'offre. Des fois, ça permet de voir des contraintes aussi comme un beau défi créatif. Il y a plusieurs méthodes pour choisir une plante puis ce qu'on va faire avec après. Parce que ça va dépendre si je veux faire de la teinture ou de la peinture d'abord. Si je veux faire de la teinture, bien, je peux utiliser des bains de teinture qui consistent vraiment à faire chauffer une plante dans de l'eau, puis ensuite de plonger un tissu dans cette eau-là colorée pour la teindre. Sinon, je peux aussi utiliser des fleurs fraîches, par exemple des violettes sauvages, puis les marteler sur du tissu pour vraiment obtenir une impression botanique, donc vraiment la forme de la fleur sur un tissu. Puis si je veux travailler plus en peinture, bien là, à ce moment-là, je dois utiliser des plantes, puis
produire une laque avec ces plantes-là. Donc, à ce moment-là, je pourrais prendre une poignée de camomille, la faire chauffer dans l'eau pendant une demi-heure, par exemple, puis ensuite procéder à la fabrication de la laque qui va me permettre d'obtenir un pigment solide par la suite. Quand je vais utiliser la teinture végétale ou l'impression botanique, ça va donner en fait des œuvres textiles, souvent des matières qui sont végétales aussi, fait qu'exemple du coton ou du chanvre. Fait que ça va être des retailles que je reçois, récupérées. Puis là, moi, je vais les teindre ou faire des motifs dessus avec mes plantes. Fait que des fois, ça va être des œuvres textiles comme ça. Sinon, bien, quand je fais des lacs avec mes pigments, bien là, à ce moment-là, ça va donner vraiment des peintures sur toile. Je pense que cette pratique ancestrale-là, ce qu'elle m'apporte, c'est surtout le savoir-faire, le fait de faire quelque chose de ses mains, de faire quelque chose qui est difficile à reproduire, qui peut être des fois imprévisible, qui peut être des fois créer des petits accidents. J'aime le fait que c'est vivant, que c'est évolutif aussi. Depuis toujours, on veut tout le temps que les choses restent les mêmes, comme s'il fallait figer les choses dans le temps. Mais moi, j'aime cet aspect-là d'évolution, de des fois travailler sur une plante, une couleur qui va peut-être changer avec le temps. Moi, c'est ce côté-là de cette pratique ancestrale-là qui me parle. C'est le fait d'être capable de faire quelque chose de mes mains, de A à Z, puis d'être capable de me débrouiller avec ce qui m'entoure. Ce qui m'émerveille encore, il y a beaucoup de choses. L'été passé, ce qui m'a émerveillée, puis que je ne m'attendais pas, c'est un champ d'asclépiade, parce que le parfum que ce champ d'asclépiade-là dégageait, ça sentait tellement bon. Ça m'a émerveillée pendant au moins une semaine. Je trouve que le monde végétal a tellement de choses à nous faire découvrir quand on prend le temps, quand on est assez présent pour s'en rendre compte. Fait que ça, je pense que ça peut m'émerveiller jusqu'à la fin de mes jours. Sinon, il y a les gens qui m'émerveillent, qui, de par leur gentillesse, leur générosité. Je trouve qu'il y a des gens qui sont lucides, conscients, bienveillants. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment magnifique puis qui m'inspire souvent, d'ailleurs, dans plusieurs de mes projets. Comédien et sculpteur, Christian Michaud travaille le bois avec une approche profondément sensible et organique. Celui qui a installé son atelier en Chaudière-Appalaches, aux abords d'une forêt d'épinettes, crée des œuvres minimalistes où la matière conserve toute sa force brute et sa poésie naturelle. Son parcours singulier entre les planches de la scène et celles de son atelier l'amène à voir dans le bois une matière vivante, porteuse d'histoire et d'émotions. Présentement, on est à Saint-Jean-Port-Joli, on est sur ma terre à bois où j'essaie de m'approvisionner le plus possible pour faire mes sculptures. Je joue encore au théâtre, mais un show par année, pas plus. Parce que fut un temps où j'en faisais 4 à peu près, puis à un moment donné, j'ai fait non. En déménageant à Saint-Jean-Port-Joli, j'ai décidé de ralentir le rythme, d'en faire juste un par année. Puis là, c'est ça, je fais de la sculpture sur bois, puis du tournage à Montréal aussi une fois de temps en temps quand ça donne. Dans le temps que je jouais beaucoup au théâtre, à un moment donné, j'ai ressenti le besoin de prendre une pause, puis je suis parti 1 an vivre au Yukon. Je faisais beaucoup de randonnées là-bas au Yukon, dans les montagnes, puis à un moment donné, j'ai fait une randonnée en particulier qui a été vraiment exceptionnelle, là. Ça montait, puis j'arrivais jamais au bout tout le temps. Puis quand je suis arrivé au bout, j'étais avec un ami, et pour vrai, c'est la sensation la plus incroyable que j'ai vécue dans ma vie, au point où j'ai jamais trouvé les bons mots pour expliquer comment je me suis senti. J'ai ressenti un besoin d'exprimer cette situation-là, cette sensation-là, autrement qu'avec des mots. Le Yukon, c'est des grands espaces, c'est les montagnes. Et cette randonnée-là, c'est comme si tout m'était rentré dans le corps en 1 seconde. Puis j'ai fait « Ah, mon Dieu, je suis donc bien petit dans cet univers-là. » Puis mon travail, c'est beaucoup ça aussi. C'est très épuré. Puis c'est comme de représenter le petit dans une immensité.
j'ai comme réalisé qu'il y avait autre chose que juste du théâtre, et que j'étais autre chose, puis que j'ai été attiré par plein d'autres affaires, dont le travail du bois. Fait que c'est vraiment la source, c'est vraiment du Yukon. Bien, ce qui m'inspire dans la nature, en fait, on dirait que la nature, tu sais, les possibilités sont infinies. Je veux dire, l'inspiration, c'est n'importe quoi. Tu sais, je marche, puis je vais gratter un arbre, puis il va y avoir des petites bébites qui vont avoir fait des chemins dans le morceau d'écorce que je vais avoir enlevé, puis je vais faire « Oh mon Dieu, c'est donc bien beau, cette petite chose-là! » Donc, ça va devenir comme une sculpture, et même des fois, ça va devenir une série de sculptures, et à partir d'un petit morceau que j'ai trouvé sur l'arbre, tu sais. Donc, c'est infini. Fait que je dirais que la nature, je m'en passerais plus, là, tu sais. Pour mon bien-être, mais aussi pour moi, pour ce que je fais comme travail. Un lien entre comédien et artiste visuel, c'est deux affaires complètement séparées, mais je dirais que ça se rejoint quand même à quelque part parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui me disent « c'est très théâtral, ce que tu fais ». C'est-à-dire que, tu sais, c'est comme s'il y a une scène qui se passe, on sent quasiment le fond de scène noir. Tu sais, moi, je travaille vraiment avec un fond foncé pour faire ressortir la lumière, là, en créant. Puis c'est très zoné, c'est très défini, donc je me fais souvent dire que c'est très théâtral. Puis je pense aussi que c'est ça. Puis aussi, tu sais, comme comédien, on dirait que quand tu es sur scène, il y a comme un instinct qui apparaît, à un moment donné, ça sort jamais de la même façon. Tu sais, écoutes la personne, fait que tu es comme en discussion avec quelqu'un. Mais on dirait que quand tu travailles une œuvre en art visuel, bien, c'est un peu ça aussi. Il y a comme une discussion avec ce que tu es en train de faire. Fait que je te dirais qu'il y a comme une discussion entre l'œuvre et moi. Dans la sculpture autoportante, je pars pas avec une idée, je pars avec un morceau de bois. Encore une fois, c'est cliché de dire ça, mais on dirait que le morceau de bois me dit qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec. Donc, c'est comme si je travaille, et plus ça avance, plus je fais « Ah, il y a un nœud ici, OK, je vais le dégager un petit peu. Ah, ben, mon Dieu, c'est beau, ce veinage-là, donc je vais essayer de le mettre à l'avant-plan. » Puis je travaille beaucoup avec la lumière aussi. Donc, la lumière, avec les reliefs créés avec certains outils, bien, ça aussi, ça m'amène à quelque chose. En fait, je dirais que c'est pour ça que je fais de l'abstraction. Des fois, j'intègre du figuratif, comme justement des épinettes dans mes gravures, mais c'est complètement une autre technique là, que la sculpture autoportante. Mais tout ça est inspiré de la nature. Gravure, fusain, sculpture autoportante, c'est tout inspiré de la nature quand même. En fait, l'épinette, je me fais pas une obligation de l'intégrer, mais c'est ma signature. Donc, on dirait que je suis pas capable de pas le mettre. Des fois, je fais une œuvre puis je me dis « OK, non, je mets pas d'épinette là-dedans. » Et quand je l'ai fini, je fais « Ah, mon Dieu, que le petit épinette dans le coin, ça créerait comme un... » C'est comme aussi... C'est ma signature, mais ça crée aussi la lecture de l'œuvre. Des fois, je fais quelque chose de bien abstrait, puis juste en intégrant un petit épinette dans quelque chose de grand, bien, ça crée le propos de ce que l'œuvre peut dire. Puis, tu sais, au début, je partais pas pantoute avec l'idée d'intégrer une épinette dedans. J'aime les épinettes noires, puis les épinettes noires représentent beaucoup le nord, puis surtout les épinettes même morts. Tu sais, ils restent bien droites, il n'y a plus rien, c'est juste des branches. Mais je trouve ça beau, À chaque fois que j'en vois, même des fois en contre-jour, avec un coucher de soleil en arrière, n'importe quoi, tu fais « Ah, mon Dieu, que c'est beau, des tops d'épinettes. » Ça, je trouve ça super inspirant. Artiste multidisciplinaire, Sandra Giasson-Cloutier crée des performances, des installations et des rituels artistiques inspirés par les émotions humaines, les archétypes et le monde naturel. Sa pratique, profondément intuitive et sensible, prend souvent forme en pleine nature où elle entre en dialogue avec les éléments, le corps et le territoire. À travers ses œuvres, elle explore les liens invisibles qui unissent l'humain au vivant. Le lac Trois-Saumons, en fait, c'est d'abord un lieu d'enfance. J'ai vécu toute mon enfance l'été au chalet de ma grand-mère. Donc, c'est vraiment là qu'est né, je dirais, beaucoup de mon émerveillement envers la nature, transmis par ma grand-mère, entre autres, que ce soit là, à travers la baignade, beaucoup de jeux libres, regarder les levées du soleil. Fait que c'est tout ça que, je crois, participer à construire mon amour de la nature. C'est vraiment dans ce lieu-ci. Au lac Trois-Saumons. Puis je dirais que c'est beaucoup ici que ma démarche artistique s'est vraiment déployée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 1
La femme arfan sans visage, c'est un archétype qui est né à travers, entre autres, des balades en ski de fond. C'est vraiment en observant la nature que la femme arfan est née. J'ai réalisé une performance artistique sur le lac gelé en plein mois de février. Et ça a été l'occasion d'être vraiment en lien avec les éléments. En fait, la façon dont mes archétypes naissent en général, c'est à la fois à travers des moments en nature, mais aussi à travers des rêves qui peuvent être faits. Donc, j'ai rêvé d'un enfant des neiges et, par exemple, 2 semaines plus tard, j'en ai vu un sur la route. Ça devient un signe qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer puis de se créer. Donc, j'accumule comme ça différents symboles qui sont à la fois souvent des oiseaux, souvent un insecte, souvent une plante. Et tout ça va faire ensemble l'identité, en fait, de l'archétype. Et en créant l'habit textile, je vais aussi le porter, que ce soit à l'intérieur ou beaucoup à l'extérieur. Puis là, l'identité de l'archétype va se construire au fur et à mesure que je vais accueillir intérieurement tout ce que ça fait émerger, en fait, chez moi. L'ensemenceuse, c'est la gardienne du sacré. C'est une femme champignon, entre autres. Donc, elle a un immense chapeau qui est inspiré, là, entre autres, des lamelles des dessous des champignons. Et son chapeau est aussi recouvert de petits papillons. J'ai creusé un trou dans la terre que j'ai appelé un cratère et l'idée, c'était de me coucher à l'intérieur et de le recouvrir du chapeau de l'ensemenceuse et donc d'être un peu comme un champignon qui naît du sol. Pendant 2 semaines, j'ai campé sur le lieu, j'ai vécu le lieu, j'ai vécu les activités qui ont lieu là-bas pour vraiment comme voir qu'est-ce qui pouvait m'inspirer. Fait qu'il y a eu les champignons, il y a eu les rencontres avec les groupes scolaires, puis j'ai vraiment fait de la couture à l'extérieur. Puis c'est des tiges de verge d'or, en fait, qui font la structure du chapeau de l'ensemenceuse, tiges de verge d'or qui étaient sur le lieu. Donc, il y a vraiment comme tout un travail là, avec la nature elle-même, en fait, qui se crée là, à ce moment-là. Ouais. La performance rituelle, en fait, c'est une performance qui a des intentions précises, des intentions de transformation. Donc, pour moi, ça va beaucoup être de transformer des émotions, en fait, que je vais vivre, la tristesse, ça peut être la joie aussi, la colère. Donc, ça va être vraiment de contacter une émotion puis de voir qu'est-ce que je veux par le biais de gestes rituels précis, que ce soit l'envol de papillons dans le ciel, que ce soit de creuser dans la terre, que ce soit d'être immobile. Bien, comment ces gestes-là, en fait, deviennent des symboles, d'éléments qui peuvent être transformés. Puis la performance rituelle, c'est aussi quelque chose qui va, en fait, se terminer dans une célébration. Donc, célébrer la vie, en fait, à quelque sorte. Fait qu'en fait, c'est une sorte de théâtre pour l'inconscient qui est réalisé toujours dans le but de transformer quelque chose. Clairement, mes performances me transforment. Et elles transforment les émotions que je vis, mais pour moi, j'aborde vraiment mes archétypes comme des œuvres qui sont jamais terminées. Donc, souvent, elles appartiennent à une saison. Donc, à chaque saison, je peux les revisiter. Par exemple, l'ensemenceuse, c'est plus à l'automne, mais d'une année à l'autre, je suis plus à la même place intérieurement, tu sais, à l'automne. Mais fait que j'ai performé là, deux ou 3 fois là, avec l'ensemenceuse, puis à chaque fois, ça m'a amené des éléments différents. L'ensemenceuse, je touchais entre autres à la question du deuil. Fait que c'est sûr que le deuil avait bougé d'une année à l'autre. Fait que c'est vraiment... T'sais, moi, je le vois vraiment comme un dialogue avec les archétypes. Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apprendre sur moi et de la même façon, qu'est-ce que je peux leur apprendre. Puis évidemment, je considère pas que ça me concerne juste moi. Pour moi, c'est un truc plus grand qui peut être transgénérationnel, qui appartient à l'univers, qui est plus grand que moi, en fait. T'sais, je suis juste comme quelqu'un à travers qui ça passe. Pour moi, la nature, c'est la plus belle œuvre d'art qui existe. C'est vraiment ça. Fait que comme artiste, j'ai juste une posture d'humilité puis de me dire comment est-ce que je peux la magnifier ou la mettre en valeur. T'sais. Je peux pas prétendre comme artiste faire quelque chose de plus beau que ce que la nature offre déjà.
artiste en art visuel, Angela Marsh développe une pratique inspirée par la puissance du vivant, la transformation et les imperfections de la nature. Ses œuvres explorent les textures, les formes organiques et les tensions entre fragilité et force. À travers son travail, elle célèbre une beauté libre, instinctive et profondément enracinée dans les cycles naturels. Sa démarche invite à poser un regard plus attentif sur ce qui pousse, change, résiste et évolue autour de nous. Donc ici, à l'Université Laval, j'ai commencé un doctorat sur mesure en art et écologie. Et là, heureusement, on m'a accordé un nouveau site d'études de recherche-création. Donc, ce qu'on va avoir, c'est un site en restauration écologique passive. Ça veut dire qu'on arrête de tondre, puis on laisse la nature reprendre aussi ses droits. Puis aussi de restauration active dans le sens où j'ai semé des graines aux endroits, des graines indigènes pour essayer de diversifier aussi ce qu'on a comme la vie botanique. Et à travers toutes ces comme actions, mesures, implications, là, j'arrive à aussi concevoir des œuvres d'art, des interventions artistiques qui vont apparaître à travers le paysage en dialogue, j'espère bien en dialogue avec ce vivant-là. Le projet sur les plaines d'Abraham, qui était co-présenté par le Musée de Beaux-Arts de Québec, puis la Commission des champs de bataille, c'était un projet pendant la pandémie, donc on était en 2021. Puis le musée cherchait des façons de faire émerger de l'art, mais à l'extérieur des murs, pour que les gens puissent toujours en fréquenter puis apprécier. Et donc, le geste d'origine était vraiment de laisser pousser la pelouse. Puis ensuite, j'ai travaillé avec les poètes, j'ai fait les installations aussi en 3 dimensions pour un peu habiter le lieu, pour proposer que des lieux en friche peuvent être des lieux de cohabitation humaine-nature. Dans ces lieux-là, on a des écosystèmes prairies qui sont vraiment sous-valorisés. Dans nos parcs, on ne les trouve pas. C'est très difficile de les faire conserver aussi. Donc, c'est vraiment des lieux un peu en disparition de nos imaginations, je dirais, puis de notre quotidien, puis de notre ressenti. Mais pourtant, pour moi, j'ai vraiment des souvenirs très riches de mon enfance, d'une expérience esthétique dans ces lieux-là. Et là, j'ai envie de partager ça aussi avec des personnes. Donc, le projet sur les plaines, finalement, ça a émergé vraiment d'un projet interdisciplinaire parce qu'après, on a eu aussi les scientifiques qui sont venus pour étudier l'entomologie, les oiseaux qui sont revenus, la botanie de site. Et on a eu vraiment comme des données concrètes, comme ça fait augmenter la biodiversité. C'est incroyable quand on laisse les zones en prairie. J'ai essayé de convaincre la Commission de champs de bataille de garder le lieu, mais malheureusement, on n'a pas partagé la même vision. Mais cette année, quand je suis allée, tout est complètement tendu, puis donc il ne reste plus de traces de ça. Mais là, les idées, ça continue ici. Et ça continue ici à Baie-Saint-Paul. J'ai fait migrer des plantes qui allaient être coupées et de suite sur les plaines à Baie-Saint-Paul. J'ai eu une invitation en 2024 de participer au symposium. Donc, l'œuvre en soi étant une friche jardin, c'est ça que j'utilise comme terme. C'est une friche, mais quand même soignée pour s'assurer que l'ensemble, la biodiversité, ça va bien. Donc, l'œuvre en soi, comme ça, un peu du vivant, puis les installations, maintenant, ça fait partie de la collection du musée de Baie-Saint-Paul. Ici, sur le site de l'Université Laval, toute ma recherche artistique, pour moi, ça doit découler de ce qui se passe au niveau biotique de site. Moi, j'aime ça créer des choses en relation, en dialogue avec soit le vivant, mais avec le vivant, ça c'est certain, mais ça peut aussi avoir des couches aussi plus historiques, sociales, et voir comment est-ce que les gestes artistiques, sociaux, humains peuvent à la fois soutenir ce vivant-là, tout en soutenant notre regard, peut-être une sorte d'appréciation ou de faire une porte d'entrée vers le vivant. Je crois au pouvoir de l'art de nous aider à changer
nos façons de voir le monde. Et ça nous permet de voir les choses autrement. Et il faut qu'on change nos paradigmes par rapport à la pelouse, ça c'est certain. C'est hallucinant la quantité d'eau, d'engrais, même pesticides qui sont utilisés pour entretenir les pelouses. Et puis c'est beaucoup d'énergie. Puis c'est des lieux où on peut les transformer comme des refuges pour le vivant. Mais on dirait qu'il y a tellement de résistance que je trouve que ça prend des artistes pour aider à changer ce paradigme-là. Sur les plaines d'Abraham, le projet a eu lieu parce que j'étais artiste. J'étais invitée au titre d'artiste. Puis le projet était vu comme un projet artistique. Si je suis arrivée en disant « moi, je veux laisser pousser la pelouse sur les plaines », j'aurais pas eu la chance. Donc, je trouve en art, on a cette marge de manœuvre de faire les choses autrement, puis d'avoir ce rapport avec la société aussi, en espérant les engager dans une sorte de... Est-ce qu'on peut penser autrement? Est-ce qu'on peut vivre ce lieu-là autrement? Avec plus de richesse, j'espère, avec plus de sens aussi. La nature était au cœur de cet épisode, non pas comme un simple décor, mais comme une présence vivante, sensible, profondément inspirante. Pour les artistes que nous avons rencontrés, elle devient matière à créer, à ressentir, à transmettre. Elle façonne les gestes, nourrit l'imaginaire et rappelle que l'humain fait partie d'un tout plus vaste que lui. À travers les plantes et les pigments naturels d'Alexandra Collin, les rituels et archétypes de Sandra Giasson-Cloutier, le bois travaillé avec patience par Christian Michaud ou encore le regard qu'Angela Marsh pose sur la beauté brute et imparfaite du vivant, nous avons découvert des démarches qui prennent le temps d'écouter ce que la nature murmure. Et peut-être est-ce là que se situe le point commun entre art et nature, une capacité à nous ramener à quelque chose d'essentiel, à nous inviter à ralentir, à observer autrement, à renouer avec notre sensibilité et avec le monde qui nous entoure. Merci d'avoir été là et on se revoit au prochain épisode de Questions de culture.